Les photos peuvent capturer les meilleurs et les pires moments de la vie des gens, mariage, anniversaire, retrouvailles, mais aussi la mort, les catastrophes et les accidents mortels. Aujourd'hui, nous allons examiner des photos aux histoires les plus troublantes, d'un homme mordu au visage à une femme dont la fille a été enlevée par le cartel menant à 2 ans de vengeance. Enquêtons ensemble. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et d'autres avantages ou laissez un pourboire via Merci sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y penseront. Cette vidéo traite de sujets choquants comme attaques violentes, meurtres, enlèvements et lobotomie. Discrétion conseillée aux spectatrices. Cliquez sur le lien dans la description pour voir une version plus longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo, avec une entrée supplémentaire absente ici. En 2012, Rudy Eugène, âgé de 31 ans, travaillait dans une station de lavage en Floride. Il avait exprimé le souhait d'ouvrir sa propre entreprise de lavage de voitures mobiles après son divorce en 2008, à la suite de 3 ans de mariage. Son ex-femme a déclaré avoir subi des violences conjugales durant leur mariage et qu'ils n'ont plus eu de contact après le divorce. Eugène avait également un casier judiciaire assez chargé avant cela et avait été arrêté 8 fois depuis l'âge de 16 ans, la première arrestation ayant eu lieu pour agression en 1997. La plupart de ses autres chefs d'accusation concernaient la marijuana, sauf un incident en février 2004, sans doute le plus inquiétant. Rudy a cassé une table, détruit des objets, poussé sa mère hors de la cuisine et menacé « Je vais te mettre un pistolet sur la tempe et te tuer ». Malgré son passé violent, ce qu'il a fait le 26 mai 2012 était tout simplement choquant. Ce matin-là, il s'est rendu à Miami Beach et a passé environ 30 à 40 minutes à l'Urban Beach Week, un festival de hip-hop très populaire. Ensuite, pour une raison inconnue, il a abandonné sa voiture et marché sur le MacArthur Causeway vers le centre-ville de Miami, jetant son permis, ses vêtements et ses chaussures en chemin. Vers 13h30, il était complètement nu lorsqu'il s'est approché de Ronald Popper, un homme sans-abri de 65 ans qui était allongé sous le viaduc du métro Mover. Rudy et Ronald s'étaient rencontrés quelques années plus tôt lorsque Rudy, travaillant auprès des sans-abri, avait donné de la nourriture à Ronald. On ne sait pas si Rudy l'a reconnu ce jour-là, en 2012, et au début, il semblait assez agréable. Ronald a déclaré plus tard qu'il était, je cite, « d'humeur plutôt joyeuse pendant un moment » et, je cite, « pendant un très court instant, j'ai pensé que c'était un type bien. Puis soudainement, il a changé. » Rudy a dit qu'il n'avait pas réussi à la plage, puis a accusé Ronald de lui avoir volé sa Bible avant de le frapper jusqu'à l'inconscience et de lui mordre le visage. Ronald a décrit plus tard l'incident en disant, je cite, « Il est juste devenu complètement fou, Paulignard. Apparemment, il n'a pas passé une bonne journée à la plage et je suppose qu'il s'est défoulé sur moi ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Après 1 ou 2 minutes, il est devenu vraiment vicieux et a commencé à me déchirer. Il a juste commencé à crier et il parlait aussi d'une façon un peu bizarre pendant un moment que j'allais mourir et qu'il allait mourir. Il devait être sous l'emprise de quelque chose. Il a écrasé mon visage sur le trottoir. Mon visage est tordu et abîmé. On m'a arraché les yeux. Il m'étranglait avec des prises de lutte tout en m'arrachant les yeux. Un cycliste a assisté à l'attaque et a alerté la police qui est arrivée quelques minutes après. Mais à ce moment-là, l'attaque avait déjà duré 18 minutes. L'agent a demandé à Rudy de cesser d'attaquer Ronald, mais Rudy a grogné et a continué à le mordre. À ce moment-là, l'agent n'avait pas d'autre choix que de tirer, mais après un coup de feu, l'attaque a tout de même continué. L'agent lui a tiré 4 fois de plus, l'arrêtant et le tuant.
Ronald a été transporté à l'hôpital dans un état critique et 75 à 80% de son visage au-dessus de la barbe manquait. Son œil gauche avait été arraché. Heureusement, il a survécu, mais après des mois de chirurgie, il est resté défiguré et aveugle des 2 yeux. La photo à l'écran le montre maintenant après qu'il ait guéri des chirurgies. Nul ne sait pourquoi Rudy est soudainement devenu fou ce jour-là et a presque tué Ronald. Des rumeurs ont d'abord circulé sur une possible consommation de sel de bain, des drogues synthétiques imitant les effets de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l'ecstasy. Le rapport d'autopsie a trouvé plusieurs comprimés non identifiés et non digérés, mais le rapport toxicologique n'a détecté que du cannabis. En fouillant sa voiture abandonnée, la police a retrouvé la Bible qu'il accusait Ronald d'avoir volée. Au moment de l'incident, Ronald était séparé de sa famille depuis plus de 40 ans et eux, y compris sa fille, pensaient qu'il était mort et qu'il s'était probablement suicidé. Les détails de sa vie après avoir fréquenté le lycée dans les années 60 sont rares, bien qu'il existe des dossiers faisant état d'une série d'arrestations, principalement pour des délits mineurs et d'admission à l'hôpital, y compris une en 1976 lorsqu'il a été blessé par balle par un homme non identifié. Un article sur WPBF, comme en 2014, 2 ans après la soi-disant attaque du cannibale du Causeway, indiquait que Ronald séjournait depuis lors dans un établissement médical de longue durée et qu'il avait été autorisé à y rester indéfiniment. La communauté locale a récolté 100 000 $ pour lui et à cette époque, il avait appris à s'habiller et à se nourrir seul, à se doucher et à se raser et passait la plupart de son temps à jouer de la guitare et à écouter la radio, refusant toute visite à l'exception des médecins et des infirmières. Je suis heureuse d'apprendre que Ronald a fait la meilleure récupération possible après ses blessures horribles. Mais cette histoire est tellement terrifiante. Comme il l'a dit, lorsque Rudy s'est d'abord approché de lui, il était amical, puis soudainement, il s'est retourné et a commencé à l'attaquer. C'est incroyable que cela puisse arriver à tout moment, sans prévenir. L'écran affiche une fillette de 6 ans avant et après une lobotomie réalisée par le docteur Walter Freeman, principal défenseur et pionnier mondial de cette pratique. La légende sous la première photo indique K262, une fillette de 6 ans dont le comportement destructeur était presque intolérable à la maison. Elle déchirait ses vêtements en lambeaux. 2 lobotomies, le 24 août 1944 et le 26 avril 1945, lui ont donné un nouveau départ dans la vie. La légende suivante indique 8 mois après la lobotomie standard, elle est revenue à son habitude de casser des jouets. La lobotomie est une chirurgie aujourd'hui discréditée qui était utilisée pour le traitement de troubles psychiatriques ou neurologiques tels que la dépression, la schizophrénie et l'épilepsie. Développée en 1935 par le neurologue portugais Egas Moniz, cette technique consistait à percer le crâne d'un patient et à insérer un instrument tranchant dans le cerveau pour sectionner les connexions entre les lobes frontaux et le reste du cerveau. Il affirmait que ses 20 premiers patients avaient connu une amélioration spectaculaire et la procédure gagna en popularité au début des années 1940. C'était révolutionnaire car il n'existait alors aucun traitement efficace pour les personnes atteintes de graves maladies mentales. Les patients étaient souvent confrontés à une vie entière d'hospitalisation sans espoir de guérison ni de mener une vie à peu près normale. Les traitements de l'époque, comme l'électroconvulsivothérapie et le choc à l'insuline, avaient un succès limité. Malgré les histoires de réussite prétendues, la lobotomie était controversée, même à ses débuts. Alors que certains patients voyaient une réduction de leurs symptômes, d'autres subissaient de graves changements de personnalité, des troubles cognitifs, des lésions cérébrales, des crises d'épilepsie et même la mort. Après l'opération, de nombreux patients devenaient incontinents et voyaient leur personnalité et leurs fonctions cognitives changer radicalement. Spontanéité, réactivité, conscience et contrôle de soi étaient souvent fortement diminués. En 1936, Walter Freeman travaillait dans un hôpital de Washington, district de Columbia, où il affirmait avoir constaté le gaspillage de la main-d'œuvre masculine et féminine.
Déterminée à aider les patients menés à sortir de l'hôpital et à améliorer l'efficacité, elle s'est passionnée pour la lobotomie et a modifié la procédure avec le neurochirurgien James Watts, auteur de la première lobotomie préfrontale aux États-Unis. En 1942, ils avaient lobotomisé plus de 200 patients tistés et rapportaient que 63% s'étaient améliorés. 24% n'avaient constaté aucun changement et 14% étaient devenus aspires. Cependant, il y avait diverses histoires d'horreur. En 1941, ils ont lobotomisé Rosemary Kennedy, la sœur de l'ancien président américain John F. Kennedy, et les résultats ont été désastreux. Enfant, elle aurait montré des signes de retard de développement et à l'âge de 22 ans, on disait qu'elle devenait de plus en plus irritable et difficile. Elle faisait fréquemment des convulsions et avait des accès de violence où elle attaquait les autres. À 23 ans, son père a décidé de la faire lobotomiser sans consulter sa mère. James Watts a fait l'incision, puis a introduit un instrument dans son cerveau pendant que Walter posait des questions à Rosemary, comme chanter « God bless America » ou compter à rebours. Ils ont estimé la profondeur de la coupe selon ses réactions et se sont arrêtés dès qu'elle est devenue incohérente. Mais ils sont allés trop loin, et Rosemary s'est retrouvée incapable de marcher ou de parler de façon intelligible. Et il a été dit que sa capacité mentale avait diminué à celle d'un enfant de 2 ans. Elle a passé des années dans un hôpital psychiatrique jusqu'en 1949, lorsqu'elle a été transférée à l'école Sainte-Coletta pour enfants exceptionnels, et c'est là qu'elle a vécu le reste de sa vie. Sa mère ne l'a pas vue depuis 20 ans et son père jamais. Ses parents ont caché ce qui lui était arrivé et même ses frères et sœurs ignoraient où elle était. Son père a eu une attaque en 1961, le rendant muet et paralysé. Même si je ne le souhaite à personne, cela ressemble à une justice poétique après ce qu'il a fait à Rosemary avant de l'abandonner et de l'ignorer. Il est décédé en 1969 et c'est à ce moment-là que le reste de la famille a commencé à l'impliquer progressivement à nouveau dans la vie familiale. Elle est décédée de cause naturelle en janvier 2005 à 86 ans. À ce moment, elle avait réappris à marcher avec une boiterie, mais n'a jamais pu reparler clairement. En 1945, Walter a entendu parler d'un médecin italien accédant au cerveau par les orbites, ce qui l'a inspiré à expérimenter une nouvelle méthode de lobotomie. L'année suivante, il a pratiqué la première lobotomie transorbitale sur une femme au foyer de 29 ans. Des instruments en acier, semblables à des pics à glace, étaient insérés dans le cerveau via les os derrière les orbites oculaires. Cette méthode, bien plus rapide, permettait de pratiquer une lobotomie sans anesthésie, les patientes étant simplement rendues inconscientes par une machine d'électrochoc portable. Les lobotomies, d'abord vues comme un dernier recours pour les cas graves, ont été promues par Walter comme un remède miracle pour tout, de la dépression sévère et la schizophrénie à l'indigestion et aux troubles mineurs du comportement. Ayant pratiqué lui-même des lobotomies sur 3500 patientes, dont la plus jeune avait 4 ans, il a encouragé cette chirurgie auprès d'autres professionnels de la santé mentale, y compris des psychiatres sans formation chirurgicale. On le cite en train de dire « Ce n'est pas une opération qui prend beaucoup de temps. Une équipe compétente dans un hôpital psychiatrique bien organisé peut effectuer 4 de ces opérations en 2 à 2 heures et demie. » La leucotomie préfrontale bilatérale proprement dite peut être réalisée par un neurochirurgien correctement formé en 6 minutes et prend rarement plus de 10 minutes. Walter prenait des photos de ses patientes avant et après l'intervention pour prouver que la procédure avait fonctionné. Vous pouvez voir à l'écran maintenant son cas numéro 121, une femme qu'il décrivait comme toujours en train de se battre, la femme la plus méchante avant l'opération. Puis, sous la photo prise 11 jours après la lobotomie, il a noté qu'elle riait beaucoup. Il a aussi pratiqué la lobotomie comme solution palliative. Le cas 490 était un patient en 1947 souffrant de fortes douleurs et de détresse respiratoire due à un cancer du larynx. 5 jours après l'opération, Walter a noté que le cancer progressait mais que la détresse du patient avait disparu. Il est décédé 1 mois plus tard.
Au milieu des années 50, les lobotomies ont commencé à perdre en popularité avec l'introduction des médicaments antipsychotiques. Walter a cependant continué à pratiquer la procédure, même après que son partenaire de longue date, James Waltz, ait commencé à exprimer sa désapprobation des lobotomies en 1950. En 1967, Walter a opéré Ellen Mortensen, qui avait déjà subi 2 lobotomies de lui. Elle est scellée morte d'une hémorragie cérébrale peu après, ce qui a interdit à Walter d'opérer. Il est mort d'un cancer 5 ans plus tard, à 76 ans. Alors que Walter avait initialement affirmé avoir un taux de réussite de 85%, il a été découvert qu'il y avait un taux de mortalité de 15%, ce qui signifie qu'il considérait apparemment chaque patient qu'il ne tuait pas comme un succès. Lorsque les médecins ont examiné les résultats à long terme pour ces patients, seulement un tiers pouvait être considéré comme ayant connu une certaine amélioration, tandis qu'un autre tiers était dans une situation nettement pire. Cette photo montre Judith Dull, âgée de 19 ans, peu de temps avant qu'elle ne soit assassinée par Harvey Glatman, également connu sous le nom du tueur de Glamour Girls. Il a attiré Judith et d'autres victimes en se faisant passer pour photographe web professionnel et en promettant du travail. En 1957, Judith a accepté une invitation chez Harvey, qui l'a attachée et bâillonnée sous prétexte de photos pour un magazine de romans policiers. Elle ignorait qu'elle deviendrait une vraie victime. Harvey, né en 1927, a montré très tôt des tendances antisociales et sadomasochistes. Après avoir développé des habitudes préoccupantes, sa mère l'a emmené chez le médecin qui pensait qu'il guérirait, mais ce ne fut pas le cas. À l'adolescence, il a commencé à pénétrer chez des femmes pour voler leurs affaires, leur lingerie et même un pistolet. Il s'est rapidement lassé de voler et a commencé à traquer, menacer et agresser sexuellement des femmes. Arrêté à 17 ans, sa mère a payé sa caution pour le libérer. En attendant son procès, il a enlevé et agressé sexuellement une autre femme. Il a été condamné pour enlèvement et agression sexuelle à 1 à 5 ans de prison, mais n'a purgé que 8 mois. Après sa libération, il a vite recommencé à commettre des crimes. Il a menacé un jeune couple avec un pistolet jouet, les a attachés et a agressé la femme. L'homme s'est libéré et a attaqué Harvey, qui l'a blessé à l'épaule avec un couteau avant de s'enfuir. Quelques jours plus tard, il a menacé une jeune infirmière avec le pistolet jouet et s'apprêtait à l'agresser, mais elle a crié et il a fui. Le lendemain, il a agressé 2 femmes avant d'être rapidement arrêté par la police. Cette fois, il a été condamné à une peine de 5 à 10 ans, mais il a été libéré sur parole après 3 ans, malgré un diagnostic de personnalité psychopathique de type schizophrène. Il est retourné vivre chez sa mère et a passé les 5 années suivantes à faire des petits boulots, à se présenter à son agent de probation et à sembler rester à l'écart des ennuis, mais dès que sa période de surveillance a pris fin, il a déménagé à Los Angeles pour continuer ses crimes, sauf que cette fois, il est passé à la vitesse supérieure. Sous le nom de Johnny Glenn, Harvey a proposé à Judith Dull de poser pour $20 de l'heure. Il l'a attachée, bâillonnée, puis lui a demandé de simuler la peur d'une agression. Il a pris quelques photos, puis soudainement, son comportement a changé. Il a sorti une vraie arme à feu et lui a dit qu'il ne lui ferait rien si elle obéissait. N'ayant pas d'autre choix, elle a obéi à ses ordres et a enlevé ses vêtements, puis il a abusé d'elle à plusieurs reprises. Contrairement à ses victimes précédentes, il n'avait aucune intention de laisser celle-ci partir. Il l'a emmenée dans le désert, étranglée, photographiée morte, puis est parti. Quelques mois plus tard, il a organisé un rendez-vous avec une femme de 30 ans nommée Shirley Ann Bridgeford après avoir vu son annonce de cœur solitaire dans un journal. Il s'est fait passer pour un plombier nommé George Williams et lorsqu'il est venu la chercher, il lui a dit qu'il l'emmènerait faire une promenade à la campagne au lieu d'aller danser comme il l'avait prévu à l'origine.
Lorsqu'il est arrivé dans un endroit isolé en dehors de l'autoroute, il a sorti son arme et lui a tiré dessus 2 fois avant de conduire jusqu'au désert où il l'a attachée, a pris des photos d'elle, puis l'a tuée. En juillet 1958, Harvey a vu une annonce dans le journal local présentant une femme de 24 ans nommée Rose Mercado qui cherchait du travail comme mannequin. Sous le nom de Frank Wilson, Harvey a rencontré Rose chez elle et ils ont convenu du prix pour la séance photo. Il est parti en promettant de la recontacter, mais la nuit suivante, il s'est introduit chez elle, l'a agressée, puis l'a emmenée dans le désert pour qu'elle subisse le sort de ses 2 dernières victimes. Quelques mois plus tard, Harvey a tenté d'agresser un autre couple, mais cette fois, il n'a pas été pris sur le fait. Un policier roulait sur l'autoroute lorsqu'il a trouvé Harvey en train de lutter avec une femme de 28 ans nommée Lorraine Vigil qui s'était défendue et avait réussi à s'emparer de l'arme de Harvey alors qu'il tentait de la kidnapper. Harvey a été arrêté et il a tout avoué. Lors de la perquisition, la police a trouvé dans une boîte à outils toutes ces photos de victimes. Il a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré et condamné à mort le 18 septembre 1959. Il a apparemment accepté son sort et certains de ses derniers mots étaient « c'est mieux ainsi ». Ceci est l'une des dernières photos prises de Karen Rodriguez avec sa mère Myriam, peu de temps avant qu'elle ne soit enlevée par le cartel des États en janvier 2014. Karen avait 20 ans et 2 frères et sœurs aînés. À San Fernando, au Mexique, les enlèvements par le cartel étaient si fréquents que les banques ont offert des prêts pour payer les rançons. Myriam a reçu un appel un matin, comme beaucoup de parents avant elle, lui annonçant les exigences des États pour que sa fille lui soit rendue. L'homme a passé le téléphone à Karen pour prouver qu'elle était vivante. Le père de Karen, Louis, avait reçu un appel presque identique plus tôt ce matin-là. La famille de penser qu'en payant la rançon, Karen reviendrait, alors Louis a demandé un prêt à la banque. Avec cet argent et les économies familiales, ils avaient près de 10 000 $. On avait dit à Louis d'apporter l'argent dans un sac au centre de santé où quelqu'un le rencontrerait pour récupérer l'argent liquide et lui indiquer où aller chercher Karen. Après 2 heures d'attente, un adolescent est venu au centre de santé, a pris le sac et a dit à Louis d'aller au cimetière dans 20 minutes pour voir Karen. Louise et Myriam ont attendu au cimetière. Ils ont attendu jusqu'à la nuit, mais personne n'est venu. Quelques jours plus tard, Myriam conduisait en ville lorsqu'elle remarqua qu'une voiture la suivait. La voiture s'est arrêtée, 2 hommes sont sortis et ont demandé si elle était la mère de Karen. Ils lui ont dit de les retrouver dans un restaurant à proximité dans 10 minutes, seule, alors elle l'a fait. Là, ils lui ont dit qu'ils avaient besoin de 1 600 $ de plus pour rendre Karen. Ils ont dit que ce n'était pas leur décision, mais qu'avec cet argent, ils pouvaient s'assurer que les bonnes personnes acceptent. Faute d'alternative, elle a accepté, mais Karen n'est jamais rentrée. 1 mois après la disparition, Myriam s'est forcée à accepter que Karen était partie pour toujours. Et à ce moment-là, elle a juré de retrouver les responsables et de les faire payer. Même si les enjeux étaient bien plus importants cette fois-ci, Myriam n'était pas étrangère à l'idée de se faire justice elle-même. En 1989, elle avait retrouvé un groupe de voleurs qui avaient cambriolé le coffre-fort de son mari et avait récupéré tous les objets volés. Elle était aussi intervenue lorsque le mari de sa fille Azalée avait été menacé par des gangs. Myriam a consacré les 2 années suivantes de sa vie à traquer les ravisseurs de Karen. Elle a utilisé divers déguisements et de fausses pièces d'identité et a tendu des pièges pour aider à appréhender les 11 membres du cartel qui avaient été impliqués. En mars 2016, 4 ravisseurs étaient en prison en attendant leur procès, 6 autres ayant été tués lors de raids des Marines. Myriam avait accompagné les Marines lors de certains raids, dont le premier a causé la mort de 4 membres du cartel. À leur entrée dans le bâtiment, ils ont découvert plusieurs victimes d'enlèvement encore en vie. Une victime a raconté qu'une femme du cartel Zito allait le décapiter quand le raid a commencé. Grâce à Myriam, lui et les autres ont survécu.
Myriam a parcouru les lieux, cherchant le moindre signe de Karen, et a finalement trouvé une pile d'objets, dont une écharpe et un coussin de siège, qu'elle a immédiatement reconnu comme appartenant à Karen. En 2015, après un tuyau d'un habitant, elle a appris que sa fille était morte et enterrée dans un ranch isolé et abandonné. Elle a trouvé un os, identifié plus tard comme un fragment du fémur de Karen. Myriam croyait sa fille morte, mais la confirmation fut un coup de poignard. Cela n'a fait que renforcer sa détermination à poursuivre sa quête de justice. En mars 2016, elle a retrouvé le dernier membre des Zetas qu'elle soupçonnait d'être impliqué, un homme connu seulement sous le nom du fleuriste. En l'apercevant dans la rue, il l'a reconnu et a tenté de fuir, mais elle l'a rattrapé, plaqué au sol et menacé de le tuer avec un pistolet sous la gorge s'il bougeait. Un peu plus d'un an plus tard, le 10 mai 2017, le jour de la fête des mères, Myriam a quitté son travail et est rentrée chez elle en voiture. Elle était en béquille après s'être cassé le pied en poursuivant un membre des Zetas. Alors qu'elle peinait à sortir de sa voiture, 2 hommes armés sont sortis d'un camion garé à proximité et ont tiré 13 balles sur elle, la touchant à 8 reprises. Son fils, Louis Hector, a entendu les coups de feu et s'est précipité dehors, mais Myriam était déjà inconsciente, la main dans son sac où elle gardait son arme. Elle a été transportée à l'hôpital, mais est décédée de ses blessures quelques heures plus tard. Elle avait 57 ans. Myriam était tout simplement une héroïne. Myriam connaissait les risques en traquant les membres du cartel, mais elle l'a fait pour venger sa fille et espérer sauver d'autres victimes. Et elle a réussi. Si elle n'avait jamais prévenu les Marines et ne les avait pas accompagnés lors de cette descente, ses victimes seraient presque certainement mortes. Sans parler du nombre de personnes qu'elle a probablement sauvées à l'avenir en capturant elle-même divers membres du cartel. La mort de Myriam et de sa fille était tragique, mais j'espère qu'elle est au moins partie satisfaite. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.